Avec toi, Paul, qui est à l'origine du collectif Vidéo Out, dont on a déjà beaucoup parlé avec Anne-Marie Duguet au moment de la séance d'inauguration. Carole Roussopoulos, disparue prématurément en octobre 2009, et qui était aussi très connue évidemment pour ses engagements féministes, mais au-delà. Paul est également de formation physicien, il est chercheur, physicien mathématicien, il est peintre également. Tu as par ailleurs aussi une pratique artistique, je pense que c'est important de le souligner. Donc, évidemment, nous te donnerons la parole tout à l'heure. Nous accueillons également, donc je fais maintenant dans l'ordre de présentation autour de la table, Jean-François Dars, ici présent, et Anne Tapillot à sa droite. Donc tous les deux, également des pionniers, là c'est des pionniers d'être légère en France, qui, bon tant pis, je dis quand même le nom parce qu'il risque d'émerger. Moi longtemps et mes camarades chercheurs ont cru que vous étiez à l'origine d'un groupe qui s'appelait les Loulous, alors qu'en fait il ne s'agissait pas d'un groupe, mais simplement d'un surnom donné au travail que vous meniez à deux. Mais enfin votre nom apparaît aujourd'hui dans les livres d'histoire tel quel. Et donc, on parlera notamment avec vous. Donc, vous êtes réalisateur, chercheur aussi au CNRS, et vous êtes aussi à l'origine du collectif Son Vidéo. Ce sera une expérience qui sera évoquée aujourd'hui avec vous. Ensuite, à la droite d'Alexandra Roussopoulos, Jean-Paul Fargier. Donc, alors, plusieurs casquettes également pour Jean-Paul. Donc, tu as en réalité également pratiqué la vidéo en amont, en particulier de l'expérience cinématographique autour de mai 68. Donc, c'est le contexte à partir duquel on part aujourd'hui. Voilà, donc je donne la parole à Sébastien, il y aura des extraits et ensuite, voilà, on passera à proprement parler à la table ronde. Alors je disais que le tabac a été commercialisé en 1967. C'est donc la possibilité d'avoir accès au premier enregistreur portable de 8 pouces pour le grand public. C'est assez tardif si l'on compare par exemple avec les États-Unis où la commercialisation du porte-à-pack date de 1965. Ça a permis à un certain nombre d'artistes de pouvoir réaliser leur première bande vidéo. Il faut également indiquer que les expérimentations qui vont avoir lieu autour de 68 sont à inscrire dans le courant de contestation postérieure aux événements. Il faut savoir que les événements de mai et juin 68, sauf preuve du contraire, ont été exclusivement filmés en pellicule argentique, mais les premiers usages militants de la vidéo s'inscrivent dans le prolongement immédiat de l'expérience des États généraux du cinéma. Les États généraux du cinéma, à mon sens, c'est l'un des événements marquants de cette année 68. Une expérience exceptionnelle à plus d'un titre. Tout d'abord par la mobilisation des professionnels du cinéma et de l'audiovisuel pendant les semaines de mai et juin 68. Par la tentative aussi de rendre compte des événements en cours au moyen du film, puisqu'un certain nombre d'équipes de réalisation vont se constituer pendant les événements de mai 68 pour tenter de rendre compte des
mouvements de contestation étudiants et ouvriers dans les rues, dans les usines, dans les universités, et exceptionnel également par la tentative de définir une ligne politique et une conception du cinéma militant qui va également peser sur la suite. Cette question de filmer les événements en cours, c'est une question qui est en fait assez problématique lorsqu'on envisage les événements de mai 68. L'ambition était de pouvoir réaliser un film de synthèse sur les événements en cours. Dans les bulletins des États généraux du cinéma, il y en aura 3 qui vont être édités par les éditions Éric Osfeld et Terrendag entre juin 68 et décembre 68, qui vont tenter de dégager les grandes lignes d'une conception du cinéma militant. Les États généraux du cinéma avaient notamment fait du mot d'ordre « Par ailleurs, le cinéma est une art » leur devise. Ils reprenaient ainsi une formule célèbre d'André Malraux, « Par ailleurs, le cinéma est une industrie ». Cette conception du cinéma, au fond, était assez nouvelle, puisque l'image filmée n'était tout simplement projection du discours, mais discours et action. Ces premiers pas de la vidéo militante, tout d'abord au regard de l'expérience déçue du film de synthèse des États généraux du cinéma. C'est ce que constatait Hélène Châtelain dans une table ronde organisée en 1975 par la revue Écran, sur justement les limites des tournages en 16 mm. Je la cite, « Mai 68 a été pour moi un traumatisme, en ce sens que l'on a accumulé un important matériel filmique qui n'est pas sorti à temps. Les cinétracts auraient dû sortir sur le champ, or ils ne sont sortis qu'en septembre 68. Pourquoi? Parce que les laboratoires étaient bloqués. J'avais aussi fait partie d'un groupe de diffusion cinéma monté sur un camion en 68-69, le groupe Camion. Nous avions fait un film qui s'appelait Les bords de l'Èbre et nous avions monté sans modular. À vrai dire, nous avions été totalement traumatisés par les professionnels du cinéma en 68 et nous ne voulions plus rien avoir à faire avec eux. Je me souviens qu'on montait le son avec un maître de couturière, c'était fou. Donc on voit là finalement d'une certaine manière que la vidéo serait aussi une réponse à cet échec des États généraux du cinéma, échec du film de synthèse qui n'a pas pu se faire précisément en raison de la perte des laboratoires, la difficulté au fond de peser immédiatement sur les événements, et également les divergences qui ont pu intervenir au lendemain de mai 68. Sur le discrédit aussi qui entoure ces premières expériences militantes, mal reçues pour des questions techniques, la qualité, l'insécurité liée à l'appareillage, et aussi mal vue par les cinéastes militants. Et je crois que c'est une question finalement qui se pose en termes de professionnalisme et d'amateurisme autour de ces premiers temps. Alors, nous voulions nous passer, pour recommencer la séance, un extrait d'un film de Claudia von Allman, qui date de 1969, qui s'intitule « Ce n'est qu'un début, continuons le combat », qui fait précisément le lien entre les États généraux du cinéma, les tournages de mai 68, c'est un extrait d'un des films de Toto Hart, de Par la parole, et les premières expériences vidéo. Claudia von Allman était une jeune étudiante qui était présente à Paris pendant les événements et qui va réaliser un film, au fond, sur ce qui est en train de se passer dans le milieu du cinéma. Mais elles ne sont pas suffisantes pour enregistrer et répandre de politique, et les cinéastes savent que les films sur mai 68 ne suffiront pas pour élargir et transformer le champ de conscience politique. Puisque les méthodes habituelles ne sont pas suffisantes pour enregistrer et répandre plus rapidement les informations, un groupe travaille avec une caméra vidéo. Cet enregistrement peut être visionné sur n'importe quel téléviseur. Sur le problème des dégradations. Le problème des dégradations, on a expliqué qu'il y avait pour plusieurs dizaines de milliers de francs de dégâts, que les étudiants faisaient du vandales. Je ne sais pas s'il y a ici un journaliste de François, je ne voudrais pas ouvrir de polémique, mais je voudrais l'emmener simplement voir les postes de télévision qui ont servi à faire des barricades. Elle verra qu'ils n'ont pas souffert dans la barricade, ils sont là, ils sont en place. Les engagements de la police. Il est bien évident qu'à l'heure actuelle, depuis ce qui s'est passé le 3 mai, et c'est la peine que je me rappelle, la promesse faite par la police aux étudiants qui se trouvaient ce jour-là rassemblés dans la cour de la Sorbonne, ils pourraient sortir librement, et le fait que sitôt franchi la porte de la Sorbonne, ils ont été arrêtés, depuis ce moment-là, depuis quelque temps avant déjà, mais depuis ce moment-là particulièrement, les étudiants n'ont pas confiance. C'est-à-dire une forme de violence volontaire, tout en reconnaissant qu'effectivement, respectivement à la tradition révolutionnaire de mai, c'est dire que seule la violence révolutionnaire renversera le pouvoir, c'est comprendre aussi qu'à certains moments, on peut engrainer d'autres voies que la voie violente.
finalement, on n'a pas fait grand-chose. Et je pense que Jean-Luc, justement, nous peut-être qu'on est les moins exemplaires là-dessus. Et pour des raisons assez simples à comprendre. C'est Jean-Luc, quand vous avez vu l'engin, là, le Sony, là, ça faisait 70 kilos, ce truc-là. 40 kilos, attends. 15. Tu es fou. Non, tu parles de ça, toi. Ah, le gros qu'on voit à l'image, ça faisait 70 kilos, ce truc. Bon. Et là, il y en a encore chez le sous-marinier qui rassure. Il y en a. Ça pesait très lourd. C'est-à-dire que c'est pas le truc avec lequel tu te baladais. Il fallait le poser, le fixer, le poser quelque part. Donc, Jean-Luc, je crois que c'est. Moi, j'étais dans une école de cinéma idéaliste qui n'a pas duré longtemps, qui s'appelait l'IFC, où Jean-Luc enseignait. Et je crois que ça doit être en octobre 68 ou un truc comme ça, il est arrivé avec ce truc, Sony là. Il a dit, bah voilà, il y a Sony qui m'a donné ça, s'il y a quelqu'un qui a une idée, il a qu'à le prendre. Et vous savez, c'est des trucs sur lesquels on ne pouvait pas monter. On ne pouvait pas monter. Quand tu montais, tu coupais dans le magnétique, quoi. Donc, on ne montait pas. Donc moi, je me suis dit, qu'est-ce que c'est qui dure? C'est des bandes, elles duraient même une demi-heure, je m'en rappelle. Au départ, c'est que Carole avait déjà un rapport avec l'image. Elle travaillait dans un journal qui évidemment peut faire sourire un petit peu, Vogue, mais dans ce journal, les cultes de la belle photo étaient présents. Et Carole, donc, elle s'est formée là-dedans. Et elle avait cette attirance pour l'image, et spécialement la photo, évidemment, parce qu'elle pensait, comme moi aussi un peu plus tard, que les 16 mm et les 35 mm, c'était inaccessible. En 68, je ne me souviens pas qu'il soit passé quoi que ce soit en matière de vidéo en ce qui nous concerne. D'abord, on ne se connaissait pas. Et mon premier souvenir de vidéo date d'un jour où Chris Marker me dit si vous voulez voir quelque chose de nouveau et d'intéressant, venez donc chez Carole Rossopoulos sur l'Odéon. Et on est allé voir, alors il y a Chris Marker, il y avait Carole et Paul, il y avait Antoine Beaufanti, le père avec les ingénieurs du son, à 4 pattes derrière, un IVC 871. Je suis désolé de faire un saut technique et temporel, chronologique, hein. Mais je crois que Carole et Paul venaient de recevoir l'engin qui permettait enfin de faire du montage un peu sérieux. Et ils étaient à plusieurs à essayer de voir comment ça marchait, à mettre au point le système. Et puis on est revenu, je crois, 8 jours plus tard, et là ils étaient en train de monter le phare. Donc ça marchait. C'est moi les seuls souvenirs que j'ai bien précis. Quant à son vidéo, alors là... J'en avais pas le souvenir, mais enfin, moi j'étais employé. Ça n'a pas dû être déposé officiellement, je pense. Si, il y a un récipient. Tu étais bien trésorière. On ne reviendra pas 2 fois. Hein. Très très dangereux de dire. Donc il y a Sloan qui était une coopérative de cinéma militant dont les statuts étaient belges pour être plus discrets par rapport au gouvernement et enfin à l'État français. Et moi j'étais la seule employée réelle de Sloan. Je m'occupais de la distribution des films. Puis, en effet, il y avait à Sloan. Différent de ce qui existait des mouvements homosexuels. Jusqu'ici, il n'y avait eu que la constitution d'un certain nombre de ghettos, très peu en Europe, enfin pas mal en Amérique. Ghettos genre dancing. Pour briser les chaussettes de son mari. Résultat, 2 hommes et 2 femmes, au contraire, ça peut être l'égalité, à condition bien sûr qu'ils ne se mettent pas à singer le couple hétéro. Le couple hétéroflique, dans notre vocabulaire. C'est-à-dire, le couple où il y aura un gars qui dirigera et l'autre qui fera les travaux ordinairement réservés à la femme.
De même pour les femmes, il y aura possibilité d'égalité, d'une entente physique qui repose sur une connaissance des désirs de la femme bien supérieurs à pas mal de mecs, mais là aussi, il faut que la fille se méfie de ne pas mimer le couple hétéro, qu'il n'y ait pas un Jules et une femelle accroupie, etc. Nous étions toujours confrontés avec une morale qui n'est pas faite pour nous, puisqu'elle est la morale de la famille bourgeoise hétérosexuelle dont notre existence est la preuve d'une sorte de contradiction interne. Il ne faut pas insister trop là-dessus aussi, mais quand même, nous ne nous reproduisons pas. Par conséquent, nous ne perpétuons pas les biens de la bourgeoisie. L'héritage avec nous, c'est foutu, il n'y en a plus. Bon, de toute façon... Je vais dire quand même beaucoup de choses au fur et à mesure que le temps passait. Et je suis allé quand même. Et quand je suis allé, c'est vrai, sincèrement, je me suis aperçu que s'il y avait quelque chose de révolutionnaire dans ce défilé, c'était pas ni la CGT, ni la CFDT, mais c'était eux. Et c'était manifeste. Et quand on regarde même les images, c'est une fête. Et à la manière qu'ils les filment. Hein? Ils rigolent, ils font des méandres. C'est tout à fait différent que ces lourdeaux des CGTistes, toujours avec les mêmes slogans. Qui dirait qu'il faut admettre une chose avec une réserve. Que ces CGTistes, en soi, un par un, c'était des hommes très sympas. Mais un groupe organisé, encadré, il devenait ingobable. Du collectif. Hein. Ce qu'il faut souligner, c'est qu'un film, une bande vidéo, demandait pour être réalisé beaucoup de travail. Monté, etc., puis après diffusé. Vous voyez, donc il y avait cette contrainte de temps qui était extraordinaire, d'où la notion de collectif. Hein, et si on ne prend pas cette dimension en compte, on ne comprend pas bien qu'est-ce qu'elle est cette notion de groupe. Alors c'est vrai que Video Out vivait dans des équations personnelles qui leur permettaient peut-être d'avoir plus de temps. Mais donc, vous voyez, cette notion d'auteur, en fait, disparaissait d'elle-même si on voulait aboutir. Si on voulait aussi que les films soient faits par des gens qui avaient un salaire, des vacances, enfin des enfants assurés, une vie, etc. Oui. Donc ça, c'est un élément très important. Alors, mais pour revenir en arrière de ce que, un petit peu en arrière, en disant, on a essayé de comparer le 16 mm, là, le cinéma direct et la vidéo. Je crois que très vite, un certain nombre d'entre nous qui faisions la vidéo, on a compris qu'il se passait autre chose. La vidéo, ce n'était pas le cinéma direct. De voir, il faut se rappeler qu'à l'époque, fin des années 60, les films, bon, c'était, il y avait les caméras, là, 16 mm, avec un son synchrone difficile à synchroniser, avec beaucoup d'argent à mettre sur le moment, etc. Et en fait, on n'avait que du semi-direct. La vidéo, en fait, traçait quand même le futur. Hein, on voyait quand même que, finalement, des gens allaient pouvoir s'exprimer quasiment en direct, etc. Et il faut se rappeler ce côté magique, Paul. Tu te souviens, on voyait les gens parler dans la continuité. Et Godard a été très sensible à ça aussi. Il a fait des films... les gens n'en finissaient pas de parler. Je me souviens d'un film sur les paysans, et alors, le paysan expliquait ses conditions, etc. C'était dans les années 70. Et alors, brusquement, on entend la voix de Godard dans le film dire « Écoutez bien, spectateur, écoutez bien ce qu'il dit. Il est chiant, mais il parle vrai. » Il me semble, par rapport à ce qui a été évoqué jusqu'ici, il y a la notion de collectif qui me paraît une notion qui était très partagée à cette époque-là, tous médias confondus.
C'est-à-dire qu'il y avait cette idéologie qui venait des États généraux, mais qui était par exemple portée par Ariane Mouchkine, enfin tout ce culte du collectif qui faisait que c'était un peu gênant de s'afficher comme une seule personne. Et par rapport, quand même, ce qui me frappe dans ce qui est évoqué aujourd'hui, et certainement sans doute ce qui sera dit à la prochaine séance, c'est que malgré tout, la vidéo, ça nécessitait du matériel, de l'argent, des compétences. Et par rapport à donner la parole à ceux qui ne l'ont pas, je citerai un cas qui me paraît tout à fait intéressant, c'est le cas de Léon Maillet, qui a filmé, alors qu'il était paysan, il a filmé en Super 8 la lutte du Larzac, donc c'était un paysan qui filmait, parce que la caméra Super 8 était moins chère. En même temps, il y avait la contrainte des 3 minutes et demie, si mes souvenirs sont bons, qui faisait que ça impliquait déjà de monter dans sa tête avant de filmer, parce que ça coûtait cher, alors que la vidéo, elle, disons, le fongible était beaucoup moins cher. Faire des recherches très exactes, mais ça devait être représenté l'équivalent d'une voiture. Non, 4. Attends, 4 voitures avec le montage. Non. Avec le montage. Pardon, moi j'ai voulu. Voiture d'occasion plusieurs fois. Moi j'ai voulu acheter un Akai qui était quart de pouce, qui était quart de pouce. T'as bien fait de pas l'acheter. Mais ça valait, à l'époque, ça valait 220 000 francs. Et 220 000 francs, enfin oui, ça a coûté 4 fois le prix d'une de chevaux. Oui, oui. Très vite, on s'est aperçu qu'il y avait des problèmes dans la vidéo légère, c'est-à-dire qu'il y avait un problème de montage. Au début, on a cru que les machines étaient en panne. On nous avait dit dans les prospectus qu'on pouvait monter. Donc, on a essayé de monter. En fait, il y avait des coupures très très fortes, des équilibres très forts dans l'image, dans les raccords. Et je me rappelle, on était venu avec Carole chez Sony, il a demandé de réparer nos machines parce qu'elles ne marchaient pas très bien. C'est après que s'est rendu compte qu'en réalité, les prospectus mentaient. Parce que dans la vidéo, il fallait travailler au moins, je dis au moins, à un dixième des secondes, au moins. En choisissant des plans brûlants, c'est ce qui fait qu'on ne voit pas tellement les rapports. Ça a l'air de coller. Mais travailler tout le temps à moins qu'un dixième de seconde, ça demande une adaptation presque d'acrobate. Parce qu'au moment où vous appuyez sur le bouton pour faire les raccords, la tension est tellement forte par rapport à l'œil, le chronomètre et la bande qui défile, que pratiquement c'est comme si vous avez reçu une décharge électrique. Vous vous trouvez 1 mètre au-dessus de votre chaîne. Vos aides mutuelles entre groupes et justement par le biais technique. Et puis, par exemple, aussi, vous avez tourné les uns pour les autres. Jean-François, notamment, a tourné pour Paul et Carole Roussopoulos une bande vidéo qui est l'enterrement de Mahmoud Alamchari en 1973. Vous-même, entre vous, vous aviez... il y a plusieurs... Comment dire, il y a des interconnexions multiples à des niveaux très divers. Ah oui, il y a des gens qui sont venus tourner.